Bonjour Alexis Corbière. Bonjour Elisabeth Martichoux. Député France Insoumise de Seine-Saint-Denis, merci d'être là. Ce matin, le gouvernement a donné un sérieux tour de vis hier face au virus. Contestable ou pas? Non, enfin moi je pense que l'affaire évidemment est sérieuse. Beaucoup de nos concitoyens déjà sont morts. Beaucoup de gens, et j'ai des amis comme vous peut-être qui ont été touchés par la Covid, il faut dire, et qui sont encore secoués. Donc il faut prendre cette affaire au sérieux. Lorsque nous étions en quelque sorte sortis du confinement, rappelez-vous, la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon avait fait entendre en disant « Nous sortons, mais attention, les conditions de la sortie du confinement, qui étaient parfois un peu l'impression qu'on en avait de faut reprendre le travail, il n'y avait pas de distribution de masques, nous avons réclamé la gratuité des masques », donnaient un peu l'impression que c'était « Allez, maintenant c'est terminé, au boulot », et nous avions dit « Attention », car tout démontre qu'il y a après un second pic qui est possible. On nous avait raillés, souvent en disant « Mais qu'est-ce qu'ils connaissent Mélenchon, etc. » Bon, nous y sommes à présent. Alors comment on prend cette affaire? Avec sérieux. Je répète, il faut notamment, nous continuons à revendiquer la gratuité des masques. Ça peut vous sembler une anecdote, mais c'est un petit budget, on a tous ces masques, on a des enfants, il faut en mettre plusieurs dans la journée, et il va de soi que le coût d'un masque limite l'utilisation telle que le préconisent les médecins, c'est-à-dire qu'on en utilise pour ce qui est des masques papier 3, 4 au moins par jour. Ensuite, il faut augmenter la capacité d'accueil des lits. On en est encore quand même dans une situation de tension. Alors je reviens à ce que disait Véran, c'est que... les mesures supplémentaires annoncées par le gouvernement hier, c'est-à-dire à Marseille, la fermeture des restaurants et des bars à partir de samedi, à Paris, Petite Couronne. Restons sur Marseille. Vous entendez les élus marseillais? Vous y allez d'ailleurs. Bah ouais, j'y vais. Moi, j'ai des amis et j'ai une de mes filles qui habite Marseille. Moi, là où je suis étonné, c'est que quand je vois immédiatement Madame Rubirola, tout de même maire de Marseille, Monsieur Muselier, les deux d'ailleurs sont pas amis, on pourra s'attendre. Les deux disent, mais on n'a pas été consulté. Olivier Véran dit, si, je vous ai appelé. Les autres répondent, attendez, vous nous appelez une demi-heure avant une conférence de presse. Ouais. Ça n'est pas une consultation. Donc sur des choses sérieuses, parce qu'il y a des professions en jeu, et le ministre Véran, là-dessus, devrait un peu consulter mieux, davantage, pour que les gens comprennent. Parce que si j'ai bien suivi ce que disaient les édiles marseillais, c'est qu'ils avaient l'impression, au contraire, qu'il y avait un petit recul, du moins, de la circulation du virus, et le ministre dit l'inverse. Ça, on va y voir plus clair dans les jours qui viennent. Bon, mais surtout, moi, ce que je pense, c'est que... Pardon, là-dessus, parce que ça fera beaucoup ceux qui nous regardent et nous écoutent depuis ce matin, vous ne voulez pas hurler avec les loups? Parce que les phrases sont fortes, hein, punition collective, dit Renaud Muselier, c'est une forme de mépris, dit la maire. Moi, ce à quoi je ne veux pas participer, parce que je ne suis pas médecin, parce que je suis responsable politiquement, c'est cette idée. Et j'ai certains amis, parfois, qui participent. Ah, on s'en fout, les masques, ils nous embêtent, et que j'utilise des mots un peu polis. Non, moi je pense qu'il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Attention, d'accord? Là, on a un vrai sujet de santé publique, et indiscutablement, nous sommes face à des difficultés. Mais ce qui amplifie le problème, c'est que notre hôpital public a été malmené par des politiques souvent volontaires, qui consistaient à mettre toujours une volonté de rentabilité dans l'hôpital public. Il faut revenir à un nombre plus important de lits. Nous n'y sommes pas, nous n'avons pas véritablement monté la capacité d'accueil. Il faut payer bien nos personnels de santé, c'est pas une question secondaire parce qu'ils sont en quasi burn-out à l'heure actuelle. On leur a promis beaucoup de choses et cela n'est pas venu. Il faut recréer, relocaliser des entreprises qui nous permettent déjà de fabriquer, vous vous en souvenez, des masques en France, de fabriquer le matériel de réanimation en France pour que nous soyons non pas en capacité en situation de dépendance par rapport à d'autres pays. C'est tout ça que ça a révélé. Armer l'hôpital, la crise. Oui. Armer l'hôpital. Vous dites ça, le gouvernement doit le faire, il ne le fait pas suffisamment. Oui, bien sûr. Il faut embaucher des personnels de santé, il faut embaucher de manière significative, il faut réouvrir d'un nombre plus important de lits de réanimation, parce que j'ai suivi comme vous la conférence de presse du ministre Véran. Il prenait l'exemple, juste le tableau de la région Auvergne. Ce qui nous montre, c'est la difficulté que nous avons. C'est comme ce qui a amené la stratégie du confinement, c'est que nous voyons venir une situation de saturation de notre hôpital public. C'est pour ça qu'il prend des mesures. Oui, il prend des mesures. Et ces mesures, vous ne les contestez pas, à ce stade, mais je répète que... Il faut effectivement, moi je serais irresponsable de dire on en a rien à fiche, mais je répète que la caisse de résonance de nos problèmes, c'est les mauvais coups menés par ce gouvernement et les précédents contre notre service de santé publique. Voilà, on était fiers de notre hôpital, mais on l'a malmené. Donc il ne faut pas seulement mettre les tours de vis, mais avoir un peu à long terme. Il faut planifier, nous n'avons cessé de le répéter, planifier les choses. Ça fait plusieurs mois, plus de 6 mois qu'on est sous Covid, comme on dit. Il y a un risque de lassitude peut-être des Français. Petit risque, on le mesure mal. Mais par exemple, je voulais vous soumettre le tweet de Nicolas Bedos, le cinéaste, qui ce matin publie un texte sur Twitter dans la tonalité suivante. « Arrêtez tout, tombez malade, contredisez vos patrons et les lâches directives gouvernementales, crevons, ayons la fièvre ».
protégeons nos aînés, dit-il, mais enfin, la vie est trop courte pour ne pas y goûter à fond, en gros. Bon, la liberté artistique, c'est un personnage... Il n'y a pas une forme d'irresponsabilité pour ceux qui enfourchent ce message? Non, moi je pense que vis-à-vis, vu qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit, contredisez vos patrons, moi j'invite plutôt... Ça vous fait plaisir, ça. Non, mais je pense et les flicaillons. Vos patrons et les flicaillons. Je n'utiliserai pas ce vocabulaire. Non, mais il y a la grande question sociale qui surplombe d'ailleurs la question du Covid, c'est qu'on voit bien que sont touchés souvent ceux qui sont les premiers de corvée, et les premiers de cordée, eux, sont un peu plus protégés. Bon, moi je le vois en Seine-Saint-Denis, si notre département a été particulièrement touché, c'est que ceux qui se levaient le matin pour aller nettoyer, etc., c'était souvent des gens de Seine-Saint-Denis qui viennent de très loin. Bref, non, je ne vais pas commenter Nicolas Bedos, parce qu'en plus, moi j'adore les films qu'il fait, il est très drôle. Il est 5h du matin quand il fait ce tweet, il a un côté un peu fantasque, on peut comprendre, mais je veux dire, c'est pas ma ligne politique pour dire les choses clairement. Je ne pense pas que l'insoumission passe par le fait de se mettre en danger. Pas d'appel à la désobéissance civile. Sur plein de sujets, pourquoi pas, mais pas sur des questions de santé. D'accord, ça c'est très clair. Au stade où j'en suis, moi je suis pas médecin, je suis pas scientifique, que les choses soient claires. Je ne veux pas participer à ça, et ma parole modeste, c'est porter les masques. Indiscutablement. Faites attention, les gestes barrières, je le dis particulièrement. Mais aussi, je ne fais pas seulement le cadeau de dire obéissez à M. Véran. Secouez, j'ai envie de dire aussi M. Véran, si je puis dire politiquement, pour dire défendez l'hôpital public. Et tous les mauvais coups qui ont été portés précédemment contre l'hôpital public, qui ont amené à ce que ce qui était notre fierté, cet hôpital soit mis sous tension, et la caisse de résonance du problème aujourd'hui de la crise du Covid. Un mot de ce qu'a dit Florence Parly hier devant la commission d'enquête du Sénat sur le virus. 18 militaires de Creil n'ont pas été testés après avoir rapatrié les Français de Wuhan, alors que précisément elle avait dit le contraire. Elle parle d'un raccourci le 4 mars en disant ils ont été testés. Qu'en pensez-vous? Elle reconnaît son erreur. À tout pécheur miséricorde, d'un certain point de vue. Ça, c'est pas inintéressant. Erreur ou mensonge? Le mensonge était une erreur? Si elle le prend comme ça, elle reconnaît qu'ils ont fait une erreur et qu'elle n'avait pas bien communiqué. Peut-être qu'à ce moment-là, ils ont volontairement caché la vérité. Si c'est le cas, c'est très grave. Ça vaut le coup. Moi, je suis membre de la commission défense et armée au Parlement. J'avais auditionné Mme Parly avec la commission quelques jours auparavant. Ce sujet n'était pas venu. On l'interrogera pour savoir est-ce que c'est une omission, une mauvaise information, voire un élément de communication, parce qu'il y avait une polémique là-dessus sur comment le Covid était arrivé en France. Si c'est le cas, ce serait grave. Moi, je ne veux pas l'accuser de ça à ce stade, mais on posera la question. Par contre, ce que je regrette bien souvent, mais c'est un autre sujet, c'est de quelle manière ces questions importantes, militaires, nous sommes actuellement au Mali, 4500 soldats, en vérité, sont peu contrôlés par le Parlement, sont l'affaire uniquement du président de la République. Là, ça montre la basse intensité démocratique. 4500 de nos soldats qui risquent leur vie au Mali, on a vu que la situation politique a évolué sans que le parlementaire que je suis, ni les membres de la commission, on n'a jamais discuté de ce qu'on fait là-bas, quel est le plan de politique là-bas. Je suis allé voir la mission Barkhane au Mali, j'ai vu des officiers qui m'ont dit nous n'avons pas de plan de politique de sortie, nous sommes peut-être là pour 20 ans. Ça m'intéresse plus que du point de vue de ce que est Mme Parly, ministre de la Défense et des Armées, que de savoir dans quelles conditions. Mais je reconnais qu'il y a un vrai sujet, mensonge, omission, erreur, nous verrons. Et puis, sur le fond, on verra si un jour on peut prouver que ce non-testing a été pour quelque chose dans le cluster de l'Oise. Oui, mais je pense qu'en raison aujourd'hui des communications, s'il n'était pas passé par ici, peut-être qu'il serait passé par un autre endroit. Mais c'est important. Je note votre mansuétude quand même dans ces affaires. Non, moi je ne veux pas parler sans savoir sur ces sujets, je le dis. On entend bien, c'est très clair. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, évoquant hier la loi sur le ou les séparatismes, a dit sur France Inter « Ce sera une belle loi de gauche ». Est-ce que vous êtes rassuré? Non. Alors que les choses soient claires, moi je suis un laïc de la vieille école, si je puis dire. La loi de 1905 est un trésor républicain qu'il faut défendre, qui s'exprime notamment les deux noyaux de sens et les deux premiers articles. La République garantit la liberté de conscience, donc la liberté de culte et pas de financement public des religions. Ça, c'est la question de la laïcité qu'il faut défendre, qui par ailleurs est malmenée par moments parce que j'observe que pour beaucoup d'aspects, il y a des déductions fiscales pour l'exercice du culte. Depuis 1959, on finance l'enseignement public, l'enseignement privé. Non mais je le dis, c'est pas secondaire. Oui, mais où est-ce que vous voulez en venir? C'est que là, on nous fait un numéro de tam-tam sur une loi dont je ne sais pas très bien quelle est la finalité en vérité, si c'est une espèce de nouvelle loi des suspects qui va se mettre en place, totalement inefficace, et quand le ministre l'a défini, d'un moment, c'est quasiment ridicule. L'autre jour, sur la même émission de radio, sur France Inter, il dit
il y a des écoles qu'on ne peut pas fermer. C'est faux. Monsieur le ministre Blanquer, nous avons adopté, par exemple, la loi Gatel en 2018. Le ministre Blanquer s'en est souvent vanté. 27 écoles sectaires, j'ai envie de dire, ont été fermées il y a quelque temps. Du moins, le ministre s'en vantait en disant désormais, nous sommes offensifs sur le sujet. Oui. Pour quelle raison le ministre Darmanin dit aujourd'hui qu'il n'aurait pas les moyens d'agir? C'est faux. Du moins, depuis 3 ans, le gouvernement a pétaradé en disant qu'il pouvait le faire. Souvent, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a peu de moyens de faire des visites, mais augmentons les moyens d'inspection de ces lieux. Pour contrôler ces écoles hors contrat qui dérivent vers le prosélytisme islamiste. C'est ça l'idée du ministre. Oui, mais actuellement, la loi existe, s'appelle la loi Gatel. Il est au courant. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de communication. Le ministre dit qu'il y a un problème, c'est que les enfants dans les douches ne se douchent pas tout nus. Mais que les choses soient claires, hein, les enfants, quand ils vont à la piscine à l'école publique... Vous parlez de quoi, là? De ce qu'a dit le ministre Darmanin pour des signaux de radicalisation qu'il voit, qui est notamment le fait qu'il y aurait un problème sur le fait que dans les douches... Non, mais j'espère que monsieur le ministre Darmanin n'a pas prévu une inspection des douches. Et je l'informe que même à l'école publique, un enseignant, une enseignante, les enfants gardent le maillot de bain pour se doucher. Donc de quoi parle-t-il? Il nous dit après il y a un problème de non-mixité. De mieux contrôler les associations qui gèrent les mosquées pour éviter, par exemple, qu'elles ne tombent dans l'islam effectivement radical, donner plus d'obligations donc aux écoles hors contrat. Il y en a beaucoup de toutes les religions. Il y en a certaines qui peuvent être contestables. Rendre plus sévères aussi les peines pour prosélytisme. Tout ça vous semble inutile? Non, mais c'est que cela existe. Ça existe, c'est le cas. Ça existe, les lois existent. Par contre, l'application de la loi, les moyens pour la faire appliquer, là, existent moins. Le contrôle... donc, il faut prendre des dispositions pour faire en sorte qu'elles soient mieux appliquées. Ça s'appelle dépendre d'un service public, plus de personnel de police, par exemple, plus de personnel d'assistante sociale, plus de personnel... c'est une question de moyens. Non, mais vous comprenez l'enjeu. C'est que lui, ce qu'il fait, c'est de la communication. Le message politique qu'il envoie, c'est qu'en gros, nous sommes trop faibles face à l'islam radical et qu'enfin, depuis que Gérald Darmanin est arrivé avec M. Macron, on va prendre les choses en main. On n'est pas trop faible face à l'islam radical? On est souvent trop faible parce qu'on a affaibli l'État, la République et le service public. Vous comprenez l'enjeu? C'est pas la même chose quand on fait adopter des lois et qu'après, moi, je suis élu de Seine-Saint-Denis. Je veux qu'on parle de choses précises. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, pardon d'être un peu... À l'occasion de la rentrée, le recteur nous dit « J'ai 3900 enfants de moins dans les écoles ». Je demande de quoi s'agit-il? Pour quelle raison ces enfants ne viennent pas? Et puis là, ils viennent rétro-pédaler. Il y a peu en disant on s'est trompé sur les chiffres. Parce qu'actuellement, même le rectorat de Seine-Saint-Denis n'est pas toujours en capacité de savoir le nombre de gamins qui y a à la rentrée. Ce que je veux vous dire, c'est que donnons les moyens aux services publics pour voir où il y a des dérives sectaires. Par exemple, il y a une loi sur la burqa qui a été votée. Vous n'étiez pas encore député. Oui. Vous l'auriez voté d'ailleurs? Oui, bien sûr. Et qui n'a rien à voir avec la laïcité. Non, mais qui a été prise au nom de la sécurité. Puisqu'on ne peut pas, effectivement, le Conseil constitutionnel, par exemple, n'autorise pas ce type de discrimination au nom de la religion, donc c'est au nom de la sécurité publique. Très bien. Est-ce qu'elle est appliquée, cette loi? Mal appliquée, sans doute, oui. Bon. Donc, ce que veut faire, c'est une image, mais j'imagine que ce que veut faire Gérald Darmanin... Est-ce que Darmanin l'a fait appliquer, lui? Darmanin, il casse les pieds en Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce qui se passe quand elle est appliquée? Les policiers créent des incidents et donc ils n'appliquent pas. Bon, c'est un problème. Est-ce que la République, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, n'est pas en situation... Mais quel est le rapport avec ce que veut faire M. Darmanin? Ce que je veux vous dire, Madame Martichoux... C'est pas un élément de lutte contre l'islam radical? Ce que je veux vous dire, c'est que M. Darmanin, qu'il nous cible, quel est le problème? Qu'on me donne des chiffres. Je les demande au préfet de Seine-Saint-Denis. Je vais vous prendre un exemple. Je vais vous dire, il y a 6 mois, il y avait les élections municipales. Nombre de vos confrères, je ne sais plus si vous me l'avez demandé, on m'a demandé de réagir aux listes communautaires qui se mettaient en place et qu'il fallait peut-être interdire. Ce fut un sujet, d'accord? Il y a une semaine, réunion avec monsieur le préfet de Seine-Saint-Denis. Je lui ai posé la question parce que je savais que nous allions nous voir, que j'ai d'autres rendez-vous médiatiques. Je lui ai dit, monsieur le préfet, combien de listes communautaires avez-vous ciblées et combien en avez-vous interdites? Il m'a dit, monsieur le député, 0. Ça veut dire que ce sujet n'existait pas. Non, mais c'est important. Ce que je veux vous dire, madame, c'est que les lieux de radicalisation, qu'on me dise combien il y en a. Actuellement, le ministre Darmanin ne part pas sur des chiffres. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quand on parle de la situation, ce que je veux dire par là est très clair. Vous êtes très clair. Là, on est c'est très clair. Vous dites, il invente un problème? Il a actuellement entre les mains des outils pour agir. Actuellement, j'observe que depuis 2017, on nous dit qu'il y a 15 lieux de culte qui ont été fermés, sans doute pour de bonnes raisons. Ça, c'est les chiffres que je cherche pour qu'on ait un débat rationnel. Et que sur ces 15 lieux de culte fermés, il y en a 8 qui n'étaient pas de confession musulmane. Par exemple, dans mon département, la religion la plus dynamique actuellement, la plus exaltée, ce sont les évangélistes. Est-ce qu'il y a des coups de boutoir de l'islam radical dans la République française auxquels il convient de résister davantage par une nouvelle loi, je oui ne sais pas ou ce non. que conviendrait cette loi. Et je peux vous dire, Madame oui Martichoux... ou non.
Vous dites plutôt non quand même. Je dis que comme cette loi, quand j'entends le ministre Darmanin en parler, il fait du vent, parce que ce que je l'ai entendu dire hier, c'est il y a des écoles, comment dirais-je, en dérive sectaire. Je dis que la loi existe, la loi Gatel depuis 2018, qui me dit que le problème, c'est la manière dont les enfants se douchent. Il fait de la communication. Voilà ce que je dis. Et c'est pour ça que je dis c'est une loi des suspects se met en place, qui participe à ce climat pourri contre nos concitoyens de confession musulmane. Je suis pour être ferme vis-à-vis de tous les fanatiques religieux et les islamistes, si vous voulez que je dise les choses clairement. Par contre, je ne suis pas pour qu'on crée un climat de suspicion généralisée en faisant des lois impuissantes comme ce que va sans doute nous proposer M. Darmanin, en inventant le concept de séparatisme, alors qu'en même temps, vis-à-vis d'autres... Vous n'êtes pas d'accord avec cette formulation? Elle ne veut rien dire à ce stade et je demande qu'on me la précise. C'est pas plus clair que le communautarisme? Le séparatisme? Non, moi ce que je connais, c'est les dérives sectaires. Il y avait une mission interministérielle qui s'appelait la Mivilude. Elle est en train d'être fermée par ce gouvernement. Il n'y a pas dans l'islam radical des personnes qui veulent imposer leurs lois. Bien sûr, il y a des fanatiques religieux qu'il s'agit de réprimer, indiscutablement. Je n'ai aucun problème par rapport à ça. Je suis pour que dans les lieux de culte, si certains prêchent la violence, ils soient rudement sanctionnés. Si des gens, sont en train d'embrigader des enfants, il faut les sanctionner. Mais la loi existe. Je suis contre, par contre, les effets politiciens qui veulent déclencher des guerres de religion au nom de la lutte contre l'islamisme. On en parlera. Et là-dessus, on en parlera quand ils publieront leur loi. Et vous verrez que j'aurai raison. Et ce sera le 2 octobre. Vous dites qu'en tout cas, pour vous, c'est une loi des suspects. Merci Alexis Corbière d'avoir été ce matin sur le plateau de LCI. Bonne journée à vous.